Forcer le divorce pour des raisons d'infertilité, est-ce que ça se justifie, oui ou non? C'est-à-dire que le désir d'avoir des enfants, est-ce que peut-il aller jusqu'à mettre fin au mariage? Est-ce que c'est acceptable après la halakha? Que dit la halakha? Donc c'est un sujet très sensible. On sait qu'il y a des couples, il y a pas mal de couples qui se retrouvent dans cette situation. 10 ans après mariage, pas mal d'années, 15 ans, toujours sans enfants. Et parfois, ça crée une certaine complicité entre les parties, puisque finalement, on vit la même difficulté, la même épreuve, donc ça crée comme ça une connexion, une grande complicité. Mais parfois, ça crée de la tension, puisque finalement, chacun met la faute sur l'autre. On ne sait pas toujours c'est la faute à qui, etc. Donc ça crée une certaine tension qui peut parfois pousser au divorce. Donc, la question, est-ce que la halakha, que dit la halakha sur ce sujet? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la Gemara, on nous dit qu'un homme qui est resté 10 ans sans avoir d'enfant, kofin les garcha, le beddin force, oblige cette personne à divorcer. Vous savez que mitzvah de peria virelia, c'est une des mitzvot les plus fondamentales. D'ailleurs, c'est la première mitzvah des 613 mitzvot, et c'est une mitzvah essentielle, c'est une mitzvah fondamentale. La Gemara dit celui qui ne s'occupe pas de peria virelia, il fait disparaître la shekhinah. C'est la seule mitzvah pour laquelle on vend un Sefer Torah avec Talmud Torah. Talmud Torah et le mariage. Le mariage, c'est une mitzvah de Pereveria. Ça fait partie c'est les seules mitzvahs pour lesquelles on vend un Sefer Torah. L'Agma nous dit que c'est la raison même de la création du monde. L'Otou Bera, la Shevet Yetzara, c'est pas une mitzvah comme d'autres. On parle ici de se multiplier, de peupler le monde. Et c'est une mitzvah essentielle. C'est l'objectif, le but de la création. Et donc, si tu n'as pas réussi à avoir des enfants avec une première femme, tu as l'obligation de la divorcer pour essayer ta chance avec une seconde femme. Donc ça, c'est le din de la Gemara. Le Bedin se mêle, oblige, force, pousse la personne à divorcer pour pouvoir lui permettre d'avoir des enfants. Donc c'est une Gemara qui est mentionnée dans Yevamot Sefer Dalet, qui est tranchée dans le Shulchan Siman Kufnun Dalet. Aussi dans Siman Aleph, on en parle de manière très brève. Donc, c'est le din de la Gemara. Alors qu'est-ce qu'il en est au niveau de la réalité? La réalité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un rivache, géant, un rivache 14e siècle en Algérie, qui nous dit déjà, donc qui est mentionné dans le Ramas Siman Aleph, Ibn Ezer, qui nous dit qu'aujourd'hui, on a arrêté avec tout ça, on ne contraint pas un couple, on ne va pas forcer, on ne va pas s'imposer sur un couple pour le forcer à divorcer. Alors le rivache, il parle d'un cas très intéressant, il parle d'un homme, d'un jeune Bachour, qui voulait épouser une vieille dame, très vieille même, âgée de 90 ans. C'est ça l'histoire. Là-bas, la communauté, des membres du peuple de la communauté se sont mêlés, ont voulu empêcher cette personne de se marier. Alors, l'argument essentiel là-bas, c'est que pourquoi il veut se marier avec une femme de 90 ans? Parce qu'on parle d'une femme qui était très riche et donc il voulait l'épouser pour son argent. Mais en dehors de ça, se marier avec une femme vieille, tu n'auras pas d'enfant. Et donc, Kofin, on force quelqu'un de la même manière que s'il est marié, on le force à divorcer, à plus forte raison qu'on l'empêche de se marier. Et donc, le rivage est très intéressant. En tout cas, la conclusion du rivage, c'est que c'est vrai qu'on devrait, théoriquement, d'après la loi stricte, il conviendrait de stopper, de bloquer cette personne de se marier. Si les gens on l'oblige à divorcer, à plus forte raison qu'on devrait l'empêcher de se marier. Mais il dit, ça fait déjà pas mal de générations qu'on n'a jamais vu aucun tribunal statuer les choses comme ça. On n'a jamais entendu parler de tribunal de Bedin qui va forcer une personne à divorcer parce qu'il n'a pas d'enfant. Donc, pourquoi exactement? Peut-être parce qu'on n'a plus le niveau, parce que ça entraîne énormément de disputes au sein des couples, etc. On ne va pas réparer le monde en agissant ainsi. Donc, on a arrêté. Le din de la Gemara n'est pas actuel, n'est pas praticable. Et donc, c'est mentionné dans le Ramas Siman Aleph. Aujourd'hui, on n'oblige pas, on ne force pas un couple à divorcer. La question qui se pose, c'est ok, c'est-à-dire si on parle du Bedin qui va forcer la personne, on a compris que non. Mais est-ce que la personne elle-même, si elle veut bien faire, si elle veut agir selon la Lacha, selon la Gemara, selon la parole de nos sages, est-ce qu'elle se doit, par rapport à elle-même, de divorcer? C'est-à-dire qu'elle est mariée depuis un certain nombre d'années, elle a compris qu'avec cette femme, elle ne pourra pas avoir des enfants. Donc cette personne se dit, bah, écoutez, Peria Verilia, c'est une mitzvah essentielle de la Torah, je ne peux pas passer à côté, ma femme elle est gentille, etc. Laissez-moi me divorcer pour pouvoir tenter ma chance avec une deuxième femme. Donc ça, c'est une question essentielle. C'est-à-dire que même si le Bedin ne se mêle pas, mais est-ce que moi, par rapport à moi-même, j'ai ce devoir de ne pas passer à côté de la mitzvah de Peria Verilia?
Alors, donc, le rivage nous dit que si la personne veut, évidemment, de la manière, à partir du moment où, d'après la Torah, elle aurait dû divorcer, sauf qu'on ne peut pas la forcer, si elle-même veut, enfin, si les deux, par exemple, si les deux conjoints se mettent d'accord, ils veulent bien divorcer, ils peuvent divorcer totalement. Par contre, c'est intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où il faut quand même comprendre que tu vas tenter ta chance avec une deuxième femme, mais c'est pas sûr que ça va marcher. C'est pas sûr que ça va marcher. Si on sait pas, le problème est chez toi, il est chez ta femme, mais admettons même qu'il est chez ta femme. On ne sait pas si avec une autre femme ça va marcher. D'accord? Donc théoriquement, pourquoi ça justifie de divorcer? Alors dès qu'on aura un petit motif qui va poser un doute ou poser une interrogation si ça vaut le coup, on dira bah, tu n'as plus le devoir de divorcer. Par exemple, dans la halakha du Pitrei Teshuva, il nous parle d'un Vishal Cohen au nom du Shud Bigdei Keuna, Siman Kuf Nun Dalet, Pitrei Teshuva Sifkatan Kavzei. Il nous parle d'un cas d'un homme qui était marié avec une femme, et donc il dit moi j'ai pas envie, ça fait 10-15 ans que j'ai pas d'enfant, mais je veux pas la divorcer. C'est une femme Yirachamaïm, c'est une femme qui me permet d'étudier parce qu'elle s'occupe de tout. En plus, moi je suis un peu malade et elle prend sur elle de s'occuper de moi, etc. Donc il parle de pas mal de choses là-bas. La tchouva elle est intéressante. Et donc, le Bigdei Keuna, il dit bah, dans ce cas-là, tu n'as pas le devoir de divorcer ta femme. Tu n'as aucun devoir. Alors, il parle de plusieurs choses. Il rentre au début dans l'histoire de. Oui, parce que la Gemara est une Gemara intéressante. Il nous dit que si, par exemple, ce couple il habite en Khutz Haaretz, alors là, les 10 ans, on ne les compte pas. Parce que la source des 10 ans, c'est Abraham avec Agar et Sarah. Donc, Sarah a fait rentrer Agar après 10 ans. Et la Gemara dit oui, mais 10 ans à partir du moment où elle est arrivée en Eretz Kenan. Pourquoi? Parce qu'en Khutz Haaretz, ça suffit, ça compte pas. Pourquoi? Parce que si en Khutz Haaretz, tu n'as pas d'enfant, on peut mettre ça, on peut faire dépendre ça du fait que tu habites en Khutz Haaretz, donc c'est pas une preuve. Vous voyez comment chaque petite chose qui peut nous défaire le fait de croire que ça ne marche pas, le mécanisme il ne fonctionne pas, chaque petite chose qui peut nous défaire de ça, on se fie là-dessus pour ne pas divorcer. Par exemple, tu habites en Khutz Haaretz, alors ok, ne divorce pas. Donc il dit, d'abord c'est ce couple habitant en Khutz Haaretz, mais même si on dit comme le roche que Khutz Haaretz ça ne marche pas, alors quand il est malade, on ne fait pas divorcer, c'est comme c'est écrit dans la fin, ainsi après, et même si tu dis comme Nimouki Yosef que malade c'est seulement s'il n'y a pas de possibilité dans les relations, etc., mais si tu es malade ça ne compte pas, mais s'il a des problèmes d'argent, il ne veut pas divorcer parce que c'est compliqué pour lui, il n'a pas suffisamment d'argent, parce que ça coûte cher aujourd'hui de divorcer entre nous. Donc ça justifie le fait qu'il ne divorce pas. Donc vous voyez comment, dès qu'on a un petit motif qu'on peut rajouter, qu'on peut associer en annexe, ça justifie le fait de ne pas divorcer. Et pourquoi? Le Bigdei Keuna il dit parce que de toute façon, c'est pas sûr que ça marchera avec la deuxième femme. Donc dès que tu as une petite raison en plus, on arrête. Donc de manière concrète, c'est assez rare comme dire un couple divorce. En général, il aura une bonne raison. Il est très attaché à cette femme, il a besoin de cette femme, il a des problèmes d'argent, il a des problèmes de malade, etc. Qui fera que de toute façon, tu n'as pas un devoir sur toi de divorcer. Alors la question, elle est, donc on a parlé du Bedin qui ne force pas, on a parlé est-ce que nous-mêmes, par rapport à nous, on a un devoir, si nous deux, on est d'accord de divorcer. Dans pas mal de cas, on n'aura aucun devoir. Dans certains cas, il y aura peut-être, oui, un devoir, comme le rivage le souligne. Le troisième sujet, c'est est-ce que, si un conjoint veut divorcer, l'autre ne veut pas divorcer, est-ce qu'on peut forcer le divorce sur son conjoint? D'accord? Imaginez que le mari pense que le problème est chez la femme. Donc le mari dit écoutez, moi je veux divorcer. Je veux divorcer, moi je veux avoir des enfants, je ne veux pas rester toute ma vie sans enfants. Elle est problématique, je divorce pour me marier avec une autre et ça marchera, il n'y a pas de raison que non. Et vice versa. Alors, où est le problème? Théoriquement, bah oui, je peux forcer le divorce, puisque l'homme peut forcer un divorce de sa femme. La femme ne peut pas forcer un divorce sur l'homme, mais l'homme peut forcer un divorce sur la femme, d'après la loi de la Torah. Sauf que, Kherem de Rabbeinu Gershon, Rabbeinu Gershon a institué un décret comme quoi on ne force plus une femme à divorcer. D'accord? C'est tranché dans la halakha, on ne peut pas forcer sa femme à divorcer. Donc, d'où la question, oui, mais si j'ai pas d'enfant, et je suppose que c'est à cause d'elle, est-ce que je vais pouvoir la forcer à divorcer? Et vice-versa. Elle ne peut pas forcer, d'après la Torah, son mari à divorcer. Est-ce que si elle dit oui, d'accord, mais là j'ai pas d'enfant, je veux des enfants. Alors c'est intéressant parce qu'il y a une grande différence entre l'homme qui veut forcer sa femme et la femme qui veut forcer son mari. Parce que l'homme, quand il veut forcer sa femme, c'est pour accomplir sa méthode de Piria et Rivia. Et donc, c'est un grand sujet de discussion. Est-ce qu'il peut forcer sa femme? Le Shud Veshav Cohen considère qu'on ne peut pas forcer sa femme. Kherem Rabbeinu Gershon s'applique aussi dans ce cas-là. Mais le Bet Shmuel dans Siman Aleph Sifkat Zayin,
le Taz qui fait sortir ça du rivage, encore beaucoup d'autres, la majorité des décisionnaires considèrent que dans un cas de mitzvah comme Piria Verivia, l'homme peut forcer sa femme à divorcer et ne s'applique pas sur cela le frère de Rabbi Gershon, puisqu'on est dans un cas de mitzvah, plus forte raison, une mitzvah comme Piria Verivia. Et qu'en est-il du contraire? La femme ne peut pas forcer son mari à divorcer, ça c'est pas Rabbi Gershon, c'est d'après la Torah. Et est-ce que ça a été permis pour un cas où la femme dit moi je veux des enfants? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la femme n'est pas concernée par la mitzvah de Piria Verivia. La mitzvah de Piria Verivia, on est posé avec la halakha comme Tanakama et pas comme Rabbi Yochanan ben Nori, comme quoi elle n'est pas concernée, ne s'applique pas sur la femme, cette mitzvah de Piria Verivia. Donc théoriquement, la femme ne peut même pas demander un divorce pour avoir des enfants parce qu'il n'y a pas de mitzvah. Sauf que la Gemara, nous avons un grand prédouge à Evamot, toujours même droit, et c'est tranché dans Eliezer Siman Kufin Dalet, que la femme peut avoir un argument très intéressant. Elle dit ok, j'ai pas Piria Verivia, mais je veux un enfant, ne serait-ce que pour me supporter, pour m'accompagner dans ma vieillesse, et pour après, à la fin de mes jours, pour pouvoir m'enterrer, etc. Donc, si la femme, elle vient avec cet argument, même si elle ne le dit pas, donc on peut lui dire à sa place, elle a le droit de forcer, elle jusqu'à même forcer le mari à divorcer, et donc il devra divorcer en lui donnant la Ketouva, elle ne perd pas la Ketouva. Donc c'est un cas très rare, parce qu'en général on ne force pas un mari à divorcer. C'est un guet qui a été fait de manière forcée, c'est pas un guet. La femme n'est pas permise, ça fait des mamzerim, c'est très grave, on ne force pas un mari à divorcer. Il y a des cas très 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 précis où on permet de divorcer, comme la femme qui dit Maïsala après le Rambam, ou les cas de Polypous, etc., dans le Gemara Mishnah Todei. Et là on apprend un nouveau cas. C'est la femme qui dit je veux des enfants pour m'assister dans la vieillesse et après la mort. Je veux des enfants, si c'est ça son argument, eh bien on force le mari à divorcer et lui payer la Ketouva. Donc en finale, si un des conjoints, que ce soit l'homme pour la mitzvah de Piria Verivia ou la femme pour avoir des enfants dans sa vieillesse, peuvent forcer l'autre conjoint de divorcer. Alors la question qui se pose à partir de là, d'abord c'est qu'est-ce qui se passe au niveau concret dans les bâtés-dignes. Aujourd'hui, quand on a un couple qui arrive dans nous et un veut forcer le divorce parce que l'autre a une impossibilité de fertilité, qu'est-ce que le bâté-digne accepte? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà dans les années Tafshin Yud, à peu près 1950, il y avait des nouvelles réglementations concernant les permissions comme ça de mariage au sein des bâtés-dignes rabbanim. Et suite à cela, on avait instauré qu'on a besoin de l'accord des deux rabbanim arachis pour pouvoir permettre. C'est-à-dire qu'on peut permettre, j'ai oublié de préciser, le fait de se marier avec deux femmes. Vous savez tous que d'après la Torah, on a le droit de se marier avec deux femmes. Rabbi Gershon a instauré qu'on n'a pas le droit. Rien de Rabbi Gershon. Il y a des cas précis, très très précis, où on permet. Et ça avait été donné comme ça, où les bâtés-dignes peuvent statuer qu'en permettre sans devoir justifier le motif. Et suite à cela, on avait quand même besoin que ça soit confirmé par les deux Rav Arashi d'Israël. Et ça avait fait une polémique, puisqu'il y avait un désaccord entre Rav Ovadia Yosef et le Rav Shlomo Goren. Dans le cas d'un couple qui n'arrive pas à avoir des enfants, est-ce qu'on peut permettre de se marier avec une deuxième femme? Le Rav Ovadia Yosef considérait qu'on permet, alors que le Rav Shlomo Goren ne voulait pas accepter cela. C'est déjà un sujet qui fait l'objet d'une grande discussion dans Siman Aleph et Ben Ezer. Le Beth Yosef considère qu'on permet ça tranquillement. Le Rama nous parle de mitzvah. Par exemple, Iboum, si je suis marié avec une femme, il y a la mitzvah Iboum qui arrive. Est-ce que je dois me marier avec une deuxième femme pour accomplir la mitzvah? Il rapporte une discussion. Et il cite aussi le cas de la mitzvah de Piria Verivia pour un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Est-ce qu'on lui permet une deuxième femme? Le Rama rapporte une de Chittot. C'est grand marocain dans les décisionnaires. Déjà, le Maharimit, celui considérait que pour Iboum, on tolère, mais pas pour Piria Verivia. Le Mizrahi, il dit mais c'est bidouille le contraire. Si déjà pour Iboum, on permet Piria Verivia, dans ce cas-là, le Rama n'a jamais dit qu'il y aurait des cholkim, on devrait faire attention. Dans ce cas-là, tout le monde permettra de se marier avec deux femmes. C'est un très très grand sujet. Le Rav Yosef, il y a une chouva très longue là-dessus, dans Yabior Mechel Exaïn, Ebenezer Siman Gimel, où lui, il vient permettre. Mais déjà, avant lui, dans le Yuda, il ne veut pas accepter cette permission. C'est déjà une discussion assez large. En tout cas, Yabior Omer, Rav Yosef, il permettait de se marier avec une deuxième femme dans un cas d'infertilité, alors que le Rav Shlomo Goren ne voulait pas permettre. Il y avait même eu un bagatz qui était sorti pour forcer Rav Shlomo Goren à permettre, mais qui est tombé à l'eau. Donc, finalement, après la nouvelle réforme, on a donné cette autorité, non pas qui dépend de la signature des deux Rabbanim Arachim, mais de la signature du Nassi Bedin Agadol. Ça a fait que
à la fin, ça a été accepté par l'ensemble des Batelines Rabbani où on permet de se marier avec deux femmes dans un cas d'infertilité. Et donc, le Yosef, il avait permis tous ces couples qui attendaient cette permission. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les Batelines. C'est-à-dire qu'au lieu, si un homme vient demander un divorce pour des raisons d'infertilité, on ne permet pas forcément facilement de divorcer, de contraindre sa femme à divorcer, puisqu'on peut lui permettre tout simplement de se marier avec une deuxième femme. Par contre, dans le cas inverse, où c'est la femme qui demande un divorce, là, ça ne marchera pas de permettre, on ne peut pas permettre un deuxième homme, ça n'existe pas. Donc là, on pourra contraindre l'homme à divorcer sa femme. Donc c'est intéressant. La femme peut forcer le mari à divorcer, mais en général, l'homme ne force pas la femme à divorcer. Alors la question qui se pose, qui sera très intéressante, c'est qu'en est-il d'un cas de figure où, par exemple, la femme demande un divorce, mais le mari lui dit écoute, aujourd'hui il y a des techniques, aujourd'hui il y a des manières d'arriver à avoir des enfants, même si de base il y a une infertilité, par exemple avec l'insémination. On appelle Azra Melachotite, l'insémination. Il y a les fécondations in vitro, il y a beaucoup de techniques aujourd'hui. La science a progressé au niveau de la porité, de la fertilité. Et donc, pourquoi tu veux divorcer? Moi, je te propose qu'on passe cette pratique d'insémination. Et la femme dit oui, non, mais moi, je ne veux pas entendre parler d'insémination. D'abord, il y a des avis dans la halakha qui ne veulent pas le permettre. C'est Ashrat al-Zera levatala, d'accord? C'est détruire de la semence en vain, etc. C'est un interdit très grave. Je ne veux pas entendre parler. Donc, moi, je demande le divorce. Donc, c'est une question qui peut être très intéressante dans les deux sens. Si un propose une pratique laboratoire et l'autre ne veut pas entendre parler, est-ce que ça justifie le divorce, oui ou non? Alors, c'est un safek, ce doute-là, il est présenté déjà par le Rav Shlomo Zalman Auerbach dans Midrash Shlomo, qui est repris dans une brochure qui s'appelle Noam. Et donc, il se pose cette question-là, même si quand vous ouvrez le site Eliezer Chelek Zayin, on a l'impression que lui considère qu'à partir du moment où il y a une possibilité par un moyen ou un autre, ben ça enlève la demande de divorce. Ta cas n'a aucun problème, tu ne veux pas me dire que tu crains l'interdit, etc. Tu fais ça à l'échelle Shamaïm pour la mise en Peraria, tu as ce devoir de faire tout ce qu'il faut pour arriver à avoir des enfants, et donc ça enlève la réclamation de divorce. Alors en réalité, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que l'insémination, c'est un concept qui est déjà il y a très longtemps, à peu près 150 ans, même si au départ, c'était controversé par pas mal de décisionnaires, comme le Divrei Malkiel, le Mishpete Oziel, ou le Yaskil Abdi, et encore certains autres, qui considéraient qu'on est en train de transgresser un interdit fondamental majeur de Otsa'ad Zera Levatala. Cette semence qui va être détruite en vain, c'est un interdit très grave. Donc c'est permis dans le cadre d'une relation naturelle, mais à partir du moment où c'est pas naturel, c'est quelque chose d'interdit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, tout d'abord, le Sheilati Avetz, il nous dit que cet interdit n'est pas concerné dans un cas de mitzvah. Or, s'il y a une fécondation par une insémination, est-ce qu'on applique la mitzvah de Pira Veriga? Oui ou non, c'est une discussion, mais la plupart des décisionnaires considèrent que oui. Si vous voyez, le Chalkat Mechokek ou le Bet Shmuel au début de Ben Ezer considèrent, alors eux ils parlent même plus que ça, Ben Bati, Nitabra Ben Bati. Voilà, c'est un cas un peu invraisemblable, où rien que par la bouche, par le bain, donc il y a de la semence qui s'est incorporée dans le corps de la femme et elle tombe enceinte. Ils considèrent que le mari a accompli la mitzvah de Peria Veriga, il y a les lois de filiation, il y a tout ce qu'il faut, c'est son fils, et donc, d'après le Shilati Avet, quand on est dans une mitzvah, on n'est plus dans l'interdit de Zera et Matala, donc il n'y a pas de problème. Alors c'est vrai qu'il y a des Rahonim qui ne partagent pas l'avis du Bet Shmuel et du Chalkat Mechokek, tel que le Taz, à la fin du Siman Aleph Abassif Katane, il ne partage pas, il dit non, il n'a pas accompli la vie de Peria Veriga, mais beaucoup de décisionnaires disent oui, mais tout ça c'est dans l'histoire d'un bâti, c'était pas volontaire. Mais dans l'insémination, je fais tout ce qu'il faut, je vais agir, je vais rechercher à arriver à avoir des enfants par le biais de l'insémination, là on accomplit, c'est ce que la Torah m'a demandé dans le Peria Veriga, c'est-à-dire tout ce que je peux pour essayer d'avoir ce résultat des enfants. Donc, la plupart des décisionnaires, comme le Marsham, qui est le premier qui a permis, dans Chelek Gimel, il permet, si vous allez voir le Harzvi de Rav Tzvi Pesach Frank sur la gauche, sur le tour, c'est la Pri Asadeh, Mitra Titzrak, encore beaucoup d'autres, le Rav Shlomo Zalman Auerbach dans Midrash Shlomo, Sridesh, Igrot Moshe, Yabiom, tout ça permet tranquillement cette pratique d'insémination. Donc, on ne peut pas, c'est quelque chose qui fait partie d'une pratique régulière aujourd'hui.
On ne peut pas, à partir de ça, dire moi je pense comme la vie de ceux qui interdisent pour dire je réclame le divorce et je ne veux pas entendre parler de ça. Alors, il y a d'autres pratiques aujourd'hui. Alors, on ne va pas parler de Troumat Betsar, c'est un donneur de semences venant de l'extérieur, parce que ça, d'après la plupart des décisionnaires, c'est interdit. Même si on a certains comme Igrot Moshe, Rav Moshe Feinstein ou Rav Shlomo Auerbach qui veulent permettre, mais eux-mêmes disent que c'est pas conseillé du tout. Ils veulent permettre à condition que ça vienne d'un goy, etc. On ne va pas rentrer là-dedans, c'est un autre sujet, mais c'est pas conseillé. Donc là, je peux comprendre un argument qui dit écoute, moi je ne veux pas entendre parler de ça, donc je réclame le divorce. Mais si on parle de la fécondation in vitro, alors ça c'est beaucoup plus récent, c'est 30-40 ans, d'accord, là il y a certains décisionnaires qui disent que c'est moins permis systématiquement comme l'insémination. Par exemple, le titre c'est Eliezer, on va rapprocher Schnellbourg, c'est Eliezer donc avec Telzaï, dans Schnellbourg, dans Bichviller à la fois. Eux veulent considérer que là, à partir du moment où c'est complètement laboratoire, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'agir dans le corps de la femme par le biais d'insémination, etc., mais on est complètement dans une pratique laboratoire qui n'a rien à voir. Là, on peut oui parler de transgression de l'interdit de Otsar Zerayotala. Et malgré tout, encore une fois, la plupart des décisionnaires considèrent que c'est entièrement permis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même des décisionnaires nombreux, quand on demandait à Rabbi Yashiv au départ, ou si vous allez voir le Rav Steinbourg, il a 4 choix là-dessus. Au départ, il démarre avec interdit, ensuite il évolue avec permis, ensuite mitzvah, et à la fin, dans la dernière choix, il parle de chayav. Alors, c'est pas qu'il change complètement d'avis, c'est qu'il y a une évolution. Il faut savoir qu'au début, dans les premières années, quand on parle de fécondation in vitro, c'est très très. Le pourcentage de réussite il est assez bas, on reste quand même dans les 3, après 5 à 10% dans les meilleurs des cas. Aujourd'hui, on a complètement évolué. 1 sur 30 enfants en Israël est né d'une fécondation in vitro. Plus que ça, aujourd'hui, il y a des techniques comme le ICSI. On parle d'injection directe dans l'ovocyte. On parle de 30-40%, c'est même des plus grands taux de réussite que de manière naturelle. Donc, il faut comprendre que les choses ont évolué. À partir du moment où les choses évoluent, alors ça devient une pratique qui est même comparable à ce qui se fait de manière naturelle. Ça rentre dans la pratique courante, dans la pratique régulière qui se fait tous les jours. Il y a énormément d'enfants qui naissent tous les jours de fécondation in vitro. Donc, ça devient permis, ça devient ce qui est inclus dans ce que la Torah nous demande dans l'accomplissement de la mitzvah de Péravéria. Donc, c'est pour ça que même si certains veulent dire, si on résume, est-ce que je peux forcer mon conjoint à divorcer pour des problèmes d'infertilité? Alors, de base, on a dit l'homme peut forcer la femme peut forcer l'homme. La question se pose si ça doit se passer par le biais de pratiques laboratoires comme l'insémination ou les fécondations in vitro. Que sur l'insémination, a priori, il n'y aurait pas de possibilité de forcer le divorce si on peut résoudre ça par l'insémination. Sur les fécondations in vitro, c'est un petit peu discuté. On trouve des psagdines qui ont voulu ne pas permettre ça chez le Rav Shahanan, où il y a un psagdine même qui précède avec le Rav Tzimbelis, dans un arcade de 3 où il y avait le Rav Azoulay, le Rav Lévi, le Rav Tzimbelis qui ont dit on ne peut pas justifier d'empêcher un divorce à partir de fécondation in vitro. Ensuite, le Rav Dichovski aussi, il partageait cet avis, etc. Mais il est fort possible qu'aujourd'hui, avec le progrès extraordinaire de la technologie, de tout ce qui concerne ces pratiques laboratoires miraculeuses, où ça devient carrément quelque chose de systématique et de normal, il est fort possible que même pour une fécondation in vitro, on ne peut pas forcer le divorce à partir du moment où ça peut être réglé par la fécondation in vitro, bien entendu, sauf si c'est quelque chose qui est douloureux pour la femme, ou parfois dans le RK, le fameux RK, il parlait qu'il fallait attendre énormément de temps pour avoir un rendez-vous chez les médecins, c'était quelque chose de douloureux, la femme a dit c'est pas naturel, ça me fait mal, etc. À ce moment-là, on peut comprendre que tu dois forcer le divorce et ne pas accepter toutes ces pratiques-là. Mais si ça devient quelque chose d'accepter, une pratique régulière qui se fait de partout, tout le temps, il n'y a pas de queue et c'est quelque chose qui n'est pas douloureux, bah, ça deviendra quelque chose de normal qui empêchera cette possibilité de forcer le divorce. D'accord.